Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Daniel Van Ulik et je vous souhaite la bienvenue dans notre nouvelle émission Europe-Afrique. Une émission que nous vous proposerons chaque semaine depuis Bruxelles, la capitale européenne, et qui se veut un moment d'analyse et de décryptage de l'actualité euro-africaine. Je remercie M. Claude Moniquet, expert en sécurité stratégique et en terrorisme international, d'avoir accepté notre invitation à ce débat. Monsieur Moniquet, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes un ancien journaliste, un ancien agent de la DGSE, et vous êtes également cofondateur et président du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité basé à Bruxelles. Notre thématique d'aujourd'hui sera axée sur la situation sécuritaire au Sahel et son impact sur le bassin méditerranéen. Nous parlerons des conclusions des sommets G5 Sahel et de la CEDEAO, organisés à Ouagadougou le 14 septembre dernier, et leur perception sous un focus européen. Le Maroc a d'ailleurs participé à ce sommet avec une forte délégation. Nous évoquerons dans ce contexte la menace terroriste et sa corrélation avec la vague d'immigration clandestine à laquelle fait face l'Europe. Monsieur Moniquet, une première question. Est-ce que vous pouvez nous donner un bref aperçu de la situation sécuritaire au Sahel telle qu'elle se présente aujourd'hui ? Alors, je pourrais résumer cette situation sécuritaire du Sahel en un mot, catastrophique. Nous faisons face au Sahel depuis presque 6 ans maintenant, depuis 2013, à une offensive djihadiste qui a été un peu contenue en 2013-2014, mais qui aujourd'hui s'est développée sur l'ensemble des fronts sahéliens, avec une violence terroriste qui va des limites de l'Algérie et qui descend jusqu'au Nigeria, qui touche aujourd'hui le bassin du lac Tchad, par exemple. Nous avons de multiples groupes terroristes qui sont à l'œuvre, avec en particulier des gens qui sont liés à l'AQMI, donc plutôt la tendance Al-Qaïda, et d'autres qui sont liés, mais qui sont minoritaires, à l'État islamique. Et nous avons aussi des groupes plus ou moins indépendants, dont la fidélité et l'allégeance peut varier d'un moment à l'autre. En plus de cette situation strictement liée au terrorisme, nous avons des problèmes de trafic de stupéfiants, de trafic de voitures volées, de trafic d'armes, de trafic bien entendu d'êtres humains. Et depuis peu, depuis quelques mois, nous avons par exemple au Mali des affrontements intercommunautaires entre les Dogons et les Peuls, entre des peuples donc sédentarisés et agriculteurs et des éleveurs. Ce sont, j'ai envie de dire, des affrontements traditionnels et anciens, mais qui ont repris vigueur au bénéfice de cette violence qui embrasse toute la région. Donc c'est une situation extrêmement préoccupante, dont je ne suis pas sûr qu'à part la France, l'Europe soit entièrement consciente, puisque l'effort principal, mais on en parlera sans doute plus tard, est fait par la France, avec une aide quand même relativement limitée de ses alliés européens, et des armées sur place qui sont des armées locales qui sont faibles en termes d'équipement, en termes de formation et en termes de renseignement. Ok, on l'évoquera effectivement tout à l'heure. Vous parliez surtout au départ de la problématique terroriste. On parle de à peu près 2200 attaques terroristes en moins de 5 ans. Ça sont des chiffres qui vont impressionner la population. Hein. Oui, tout à fait. Ça fait plus d'une attaque par jour, en moyenne. On attaque explosion de mines, embuscades, attentats parfois massifs, comme on l'a vu dans des hôtels internationaux dans différents pays de la région. On a des attaques tous les jours. On a eu d'ailleurs encore hier, on a eu 7 soldats qui ont été tués par une mine au Mali. On a réellement une situation qui est... Je ne dirais pas qu'elle est hors de contrôle, mais qui en tout cas est extrêmement difficile à contrôler. Et il est manifeste que malgré les efforts qui sont faits, le terrorisme sur place n'est pas endigué. Et au niveau du Maroc ? Alors, le Maroc a clairement un rôle à jouer dans la région pour plusieurs raisons, des raisons historiques et des raisons stratégiques. Le Maroc est une des grandes puissances régionales. D'une part, et d'autre part, le Maroc est un pays qui, depuis des dizaines d'années, a développé une coopération sécuritaire avec toute une série de pays de l'Afrique subsaharienne. Donc le Maroc est tout à fait fondé
à intervenir, à aider les pays qui sont confrontés à cette vague terroriste, et c'est aussi son intérêt. Parce qu'il est évident que si cette vague terroriste continue à se développer, elle va à un moment donné pousser vers le nord, et donc entre autres vers le Maroc. Et vous songez notamment au Polisario? Alors le Polisario est effectivement un des facteurs de déstabilisation de la région. Il se fait que c'est un dossier sur lequel j'ai travaillé depuis de nombreuses années. J'ai même été à l'ONU, témoigné à plusieurs reprises devant des commissions sur cette question. Le Polisario est une organisation qui continue à être reconnue par certains pays alors qu'elle n'a plus de substance politique. La direction du Polisario politiquement est en état de mort cérébrale, pour être gentil. Mais le résultat, c'est que les jeunes qui ont été élevés dans l'idée qu'un jour ils pourraient retourner dans le Polisario et faire un État indépendant, aujourd'hui sont désespérés, ont été trahis par leur direction qui ne leur donne plus aucun espoir. Et donc beaucoup de ces jeunes se sont reconvertis dans la criminalité, dans les trafics, entre autres les trafics d'êtres humains, mais aussi, pour certains, ont basculé dans l'islamisme radical et dans la violence terroriste. On constate par ailleurs des flux migratoires de plus en plus importants vers le Maghreb, vers les pays méditerranéens, le sud de l'Europe. Est-ce qu'on peut considérer qu'au-delà des problèmes de croissance de population et de changement climatique qui jouent aussi, la première cause de ces migrations et de ce flux de réfugiés se trouve dans les conflits armés et la menace terroriste? Je dirais que c'est une des causes, mais c'est aussi et surtout, à mon avis, un facilitateur de ces flux. C'est une des causes parce que clairement, je pense que les causes principales de ce flux migratoire qui va du sud au nord de l'Afrique et au-delà vers l'Europe, ce sont des questions socio-économiques, ce sont des questions de développement, c'est l'absence de travail, c'est l'absence d'avenir pour les jeunes, c'est la désertification, une série de problèmes complexes qu'il est très difficile de régler, en tout cas sans une politique volontariste. Et les chiffres qu'on entend parfois sont effrayants. On parle à terme de dizaines de millions d'Africains subsahariens qui pourraient être tentés ou simplement poussés vers le nord et vers l'Europe. Et il est clair que dans ce cadre-là, une bande sahélienne qui occupe une position stratégique entre la savane africaine et les déserts sahariens, si elle est déstabilisée, si elle échappe au contrôle, elle facilite ces flux. Donc je pense que c'est à la fois une cause, mais surtout un facilitateur de ces trafics et de ces flux humains. Comment jugez-vous par ailleurs les résultats apportés par le sommet du G5 Sahel et de la CEDEAO du 14 septembre dernier? Mais je pense que les pays de la CEDEAO et les pays du G5 sont pleins de bonne volonté, clairement, et sont confrontés à une menace dont ils sont pleinement conscients. Maintenant, il est évident qu'il y a des problèmes de coordination, des problèmes de moyens. Et ce que je remarque, c'est que le sommet du G5 s'est terminé sur une dizaine de recommandations qui vont d'une meilleure coordination, d'un échange de renseignements en temps réel par les acteurs locaux, d'un armement et d'un entraînement des forces militaires. Par exemple, il y a un manque cruel de moyens aériens. Le problème, c'est que pour le moment, la plupart des moyens importants, des moyens d'intervention, des forces spéciales, des moyens aériens et de l'imagerie satellitaire qui aide au renseignement, parce que sur une zone aussi vaste que le Sahel, le satellitaire est indispensable, ils ne sont pas entre les mains des pays du Sahel. Ils sont entre les mains, essentiellement pour le moment, de la France, qui est le principal acteur militaire local. Donc il y a un effort à faire, et c'est un effort financier aussi. Mais ce que je constate malheureusement, c'est qu'au-delà des bonnes intentions, ce sommet dit nous allons également investir de l'argent à la fois dans ces questions sécuritaires et militaires et dans le développement économique et social pour fixer les populations et pour calmer le jeu. Et on va investir $1 milliard dans les années à venir, entre 2020 et 2024. Mais on ne nous dit pas comment. On ne nous dit pas d'où viendra cet argent, on ne nous dit pas comment il sera distribué, et on ne nous dit pas comment il sera réparti. L'ensemble de la région du CEDEAO, c'est quand même à peu près 350 millions d'habitants. C'est un PIB de 7 à 800 milliards de dollars annuels. Donc c'est une région qui est devenue très importante. Aujourd'hui, par l'étendue de cette zone, qui pourrait devenir à peu près la 15e puissance mondiale si demain le Maroc les rejoint,
est-ce qu'on peut considérer que, heureusement, il n'y a encore que, je dirais, un petit tiers de ces pays qui est véritablement frappé par ce terrorisme? Alors, on pourrait certainement pas s'en réjouir, mais se dire effectivement le risque est limité. Ce qu'on voit, et ce qu'on voit clairement dans le Sahel depuis des années maintenant, c'est une expansion de la zone de conflit. C'est qu'un conflit qui au début, grosso modo quand même, était essentiellement centré sur le Mali, avec l'offensive terroriste qui avait amené la France en 2013 à déclencher l'opération Serval, dont on nous disait d'ailleurs qu'elle allait durer quelques mois. 6 ans plus tard, l'armée française est toujours là. Il y a une extension. Il y a eu une extension au Burkina Faso. Il y a eu une extension sur le sud avec le Nigeria et avec aujourd'hui tout le bassin du lac Tchad. Il y a une tentative très claire des groupes terroristes d'attaquer sur la côte ouest des pays qui sont comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, qui sont plus loin de la zone de conflit, mais qui sont stratégiques parce que ce sont des pays qui ont de bons rapports avec l'Europe et qui attirent énormément de touristes, donc qui fascine les terroristes. Parce qu'il y a une théorie que vous connaissez comme journaliste, qui est la théorie du mort kilométrique. Plus le drame a lieu loin de chez vous, plus il faut de morts pour intéresser le public. Et de préférence, il faut des morts européens. Des morts africains, il y en a, vous l'avez rappelé, il y en a tous les jours. Et on n'en parle quasiment pas. Si dans un hôtel, vous avez 12 touristes européens qui sont assassinés, ça fait la une de toutes les télévisions mondiales. Donc c'est clair que l'objectif des terroristes, c'est étendre cette zone le plus loin possible pour montrer qu'ils ne sont pas vaincus, qu'ils sont vivants, qu'ils sont même en croissance, et pour frapper au cœur les intérêts européens. Est-ce que l'activité de l'ECOMOG, qui est, je pense, la section militaire de la CEDEAO, donne satisfaction à vos yeux? Je dirais que l'ECOMOG fait ce que l'ECOMOG peut faire. Ça n'est pas, on est en face d'armées qui sont, nous l'avons déjà dit, sous-équipées, parfois mal entraînées, parfois minées par des problèmes communautaires, ethniques, qui rendent les commandements et les coordinations difficiles. Je pense que l'ECOMOG aujourd'hui fonctionne plus ou moins bien, plutôt bien que mal d'ailleurs, mais essentiellement parce qu'il y a un encadrement étranger et parce qu'il y a la présence et l'appui des forces européennes, en l'occurrence des forces françaises. Je crois que si l'ECOMOG si l'effort militaire local était exclusivement un effort local et cantonné aux pays membres du CEDEAO ou du G5, la situation serait nettement plus catastrophique. On peut considérer que, malgré un nombre de soldats très important, la France consacre aussi un temps assez important à la formation des militaires là-bas? Oui. 4500 soldats français sont engagés dans cette opération Barkhane, qui a donc succédé à 2 opérations, un Épervier qui a duré de 86 à 2014 sur la zone Libye-Tchad, et Serval, qui avait été déclenché en 2013 pour arrêter l'offensive djihadiste dans le nord du Mali. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, Barkhane est là, 4500 soldats, c'est un effort énorme. C'est le plus gros effort que l'armée de terre française fait aujourd'hui dans le monde. Il faut se rappeler que l'armée de terre française aujourd'hui, c'est à peu près 90 000 hommes. Donc 4500, c'est réellement un effort énorme et qui est couronné d'un certain succès. Malheureusement, face aux immensités désertiques en partie, mais pas seulement, et aux problèmes qu'on peut avoir dans certaines régions, dans certains centres urbains, c'est encore insuffisant. Je vous remercie, M. Moniquet. Nous allons faire une petite pause. On se retrouve dans quelques minutes. Monsieur Moniquet, selon vous, quel rôle peut jouer l'Europe pour soutenir les pays sahélo-sahariens afin de faire face à cette menace sécuritaire? Je pense que l'Europe peut jouer 2 rôles essentiels. D'abord, bien entendu, un rôle militaire, mais de ce côté-là, je ne me fais pas beaucoup d'illusions. La France, est quand même, dans son effort militaire, est très isolée. Ses alliés européens et les autres membres de l'Union participent à l'opération. Il y a plusieurs pays qui sont embarqués sur ce bateau avec de l'aide humanitaire, avec des hôpitaux, des avions médicalisés, du support logistique, différentes choses. Mais le choc, le contact et donc le prix du sang à payer, c'est la France qui le paie. Et je pense qu'il est difficile d'imaginer que ce soit autrement. Donc je vois plutôt, je pense d'abord que l'Europe doit renforcer
ce qu'elle fait militairement et du point de vue purement sécuritaire dans le Sahel pour aider la France, bien sûr, et pour aider les pays locaux. Mais je pense aussi que l'effort principal de l'Europe, et là elle est en plein dans ce qu'elle sait faire, devrait être l'aide au développement. Il est évident que ce conflit, et d'ailleurs ça a été rappelé au sommet du G5, ce conflit n'a pas exclusivement des bases économiques et des bases sociales. C'est un conflit idéologique entre l'islam radical et la démocratie. Mais au-delà de ça, il y a clairement, nourri par ça, plutôt nourrissant ce conflit, il y a le mal-être d'une jeunesse qui ne se voit pas d'avenir, qui n'a pas de formation, qui n'a pas d'emploi. Il est évident que quand vous n'avez rien, perdre rien en partant à l'aventure, pourquoi pas? Quand vous commencez à avoir quelque chose, si vous avez une maison, ou l'espoir d'avoir une maison, l'espoir de fonder une famille, un travail, un commerce, vous allez peut-être réfléchir à 2 ou 3 fois avant de vous engager dans un mouvement insurrectionnel islamiste. Donc je crois que ici, au Sahel comme ailleurs, l'idée d'aider à sécuriser par l'aide économique une aide contrôlée, encadrée, et par le développement économique et social a beaucoup de sens. Mais c'était un peu ma prochaine question, en fait. Où est-ce qu'on met le curseur au niveau de l'Europe entre le tout sécuritaire et la partie plutôt développement économique? Donc on sait qu'effectivement, vous l'avez dit, la France est fortement engagée et militairement et financièrement. Je pense qu'elle n'est quand même pas seule au niveau de l'Europe. L'Allemagne intervient aussi, je pense, dans l'Alliance Sahel. Oui, mais pas dans le combat. Non, pas dans le combat. Au niveau financier. Tout à fait, absolument. Et je crois qu'à la faveur du G7, Emmanuel Macron a essayé de convaincre d'autres pays, comme le Japon ou le Canada, de s'investir au niveau de cette région. C'est exact. C'est exact. On a effectivement, il y a eu le sommet du G5 et de la CEDEAO, mais au sommet de Biarritz, on avait aussi parlé, autant qu'au sommet du G7, on avait aussi parlé du Sahel, et Emmanuel Macron a tenté d'encourager les grands alliés du G7 à participer à ce combat. Cela étant, ce n'est pas le premier président français à soulever ce problème, et en règle générale, jusqu'à présent, on l'a écouté poliment, les présidents français, mais sans vraiment qu'il y ait un suivi réel. Il est clair que pour des pays comme le Japon, comme le Canada, déjà pour l'Europe c'est un peu loin, pour le Japon et pour le Canada c'est très très loin le Sahel. Donc pourquoi aller investir? Or c'est une question vraiment de sécurité internationale et donc mondiale. Alors, la question du curseur, je pense que le curseur, c'est pas nous qui décidons où il est placé. En fait, c'est comme toujours dans ce genre de conflit asymétrique, c'est l'adversaire, c'est l'insurrection qui décide. Je pense que même si on fait un gros effort financier axé sur le développement et sur le social, à un moment donné, il faut l'accompagner d'un effort sécuritaire parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? C'est très simple, les groupes terroristes vont attaquer ce qui a été fait, ils vont essayer de détruire ce qui est fait parce qu'ils savent très bien qu'ils ont tout à gagner à la paupérisation et à la déstabilisation de ces pays et de leur jeunesse. Donc on ne peut pas séparer les deux. Le curseur, il faut de l'humanitaire, il faut de la coopération et il faut du sécuritaire, et la place du curseur en fait varie en fonction de l'activité de l'adversaire. Si on regarde au-delà de l'Europe, les États-Unis ont mis quand même des moyens également, et l'ONU, via la MINUSMA, intervient aussi. Est-ce que vous pouvez un peu préciser ce qu'il y a comme aide à ce niveau-là? Effectivement, il y a une présence de l'ONU, mais qui s'exerce quand même essentiellement par l'intermédiaire de la CEDEAO et du G5. Mais la MINUSMA est une réalité. Et puis il y a effectivement un effort américain. Alors l'effort américain, il faut quand même le dire vite, parce que je me rappelle qu'au début de ce qu'on appelait la guerre antiterroriste, à l'époque de M. Bush, donc dans les années 2000, après les attentats du 11 septembre, on avait beaucoup glosé sur la création d'un commandement militaire américain pour l'Afrique, l'AFRICOM, qui a été créé, mais qui est relativement peu actif. Alors, on a effectivement là des gens qui font essentiellement de la formation, que ce soit les gens de l'ONU ou les Américains, essentiellement de la formation, un peu de renseignement en ce qui concerne les Américains, mais on est très loin, même je vais dire assez loin, mais on est très loin de ce qui pourrait être fait, et on est dans un contexte dans lequel
le président Trump, manifestement, est un isolationniste. C'est un isolationniste qui, en plus, entre en campagne pour sa réélection. Il est très peu probable que les Américains fassent un effort, en tout cas militaire, dans les mois à venir ou les 2 années à venir. Parce que dans le cadre d'une élection américaine, les body bags, les corps des soldats qui rentrent dans des sacs en caoutchouc, ça fait une assez mauvaise presse. Donc aucun président n'aime ce genre de choses. C'est évident. Sur les accords de partenariat économique, est-ce que entre l'Europe et ces pays d'Afrique de l'Ouest, est-ce qu'ils sont en forte progression à votre connaissance? Ils sont en progression, je ne dirais pas en forte progression, ils sont en progression, mais de nouveau gênés à la fois par le contexte sécuritaire, gênés par le contexte géopolitique local. Pour le moment, l'Europe consacre énormément d'énergie, en tout cas diplomatique, à ce qui se passe en Libye. On a oublié de parler de la Libye tout à l'heure, mais la déstabilisation de la Libye par l'intervention internationale a été catastrophique et a provoqué. Quand le régime du colonel Kadhafi, qui n'était pas quelqu'un de sympathique, je suis tout à fait d'accord, est tombé, qu'est-ce qui s'est passé? La Libye est devenue un supermarché d'armement dans lequel il suffisait d'entrer dans les casernes pour aller se servir. Et c'est ce qu'ont fait tous les groupes criminels et tous les groupes terroristes de la région. Donc beaucoup d'efforts sont faits pour le moment sur la Libye, avec les résultats quand même à nouveau modestes, pour être poli et gentil, que l'on constate. Un euphémisme. C'est un euphémisme, oui, tout à fait, malheureusement. Pour le moment, il y a une volonté européenne, mais il y a une volonté européenne de faire beaucoup de choses. Après, les moyens sont ce qu'ils sont. Et comme nous sommes dans une période économique qui n'est pas une période faste, les moyens sont limités. Alors, revenons peut-être 2 secondes sur le Maroc, où là, il y a une volonté épatante, je pense, de rayonnement international. Je veux dire, après début 2017, une présence au niveau de l'ex-OUA, l'Union africaine, un souhait d'intégrer la CEDEAO. Est-ce que ce pays, qui déjà investit à peu près 2/3 de ses montants qu'il investit en Afrique, hors Maroc, je dirais, dans cette zone d'Afrique de l'Ouest, est-ce qu'il n'est pas très très légitime qu'il l'intègre et qu'il puisse jouer un rôle, je dirais, peut-être même très important, à l'image du Nigeria dans cette CEDEAO. Que pensez-vous des tentatives du Maroc d'un rapprochement avec le CEDEAO? Je pense qu'elles sont tout à fait justifiées et j'espère qu'elles aboutiront. Ce sera sans doute difficile, mais j'espère qu'elles aboutiront. Le Maroc est une puissance régionale, une grande puissance régionale. C'est un pays qui a à la fois une capacité militaire, une capacité de renseignement qui est très importante. C'est un pays qui a des capacités économiques, qui a une économie qui s'est développée et qui effectivement irrigue une partie de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est un pays qui, pour nous Européens, a l'avantage d'être un allié de l'Europe. Sur certains pays de la région, sur lesquels je ne m'étendrai pas et que je ne citerai pas, on peut parfois se poser la question, sont-ils des alliés ou pas? Ce sont des fournisseurs dans certaines matières premières, mais pas toujours des alliés. Sur le fait que le Maroc soit un allié de l'Europe, on ne peut avoir aucun doute. Depuis 50 ans, le Maroc a prouvé qu'il était à la fois un allié de l'Europe et d'ailleurs de l'OTAN. Que malgré tout, le Maroc, même s'il est proche de l'Europe et de l'Occident, le Maroc est un pays africain. Il est un pays qui comprend les mentalités africaines, qui comprend les cultures africaines et qui a une longue histoire qui dépasse de très loin l'histoire que nous vivons aujourd'hui, qui remonte à 1000 ans. Une longue histoire d'échanges avec ces pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique sahélienne. Donc je pense qu'il y a réellement pour le Maroc très clairement une place à jouer. Est-ce que ce n'est pas d'autant plus important que l'UMA, donc l'Union du Maghreb arabe, est un peu moribonde et que par ailleurs, il y a déjà l'Algérie et la Mauritanie qui jouent des rôles d'observateurs et de partenaires par rapport à la CEDEAO. Est-ce que ce n'est pas donc d'autant plus important de voir le Maroc présent dans ce tour de table? Certainement. L'Union du Maghreb arabe, effectivement, est moribonde. Elle n'a jamais été en très bonne santé non plus. Il faut dire
les choses comme elles sont, du fait de rivalités régionales. Mais il est clair que si on prend les deux pays que vous venez de citer et qu'on y ajoute le Maroc, nous avons une Algérie qui est un pays dont la stabilité est questionnable. Entre autres, on le voit pour le moment dans la succession du président Bouteflika, les choses ne sont pas simples, on ne sait pas du tout comment elles vont tourner, et on ne sait pas, et connaissant l'Algérie, qui est quand même parfois assez mystérieuse, on peut se dire que si ça tourne mal, ça pourrait tourner vraiment très mal. Le Maroc, lui, est un pays stable. Le Maroc est un pays qui a une stabilité politique, d'ailleurs on l'a très bien vu au moment du printemps arabe. Le Maroc est un pays qui n'a pas été touché, ou très très peu, par le printemps arabe, parce qu'immédiatement les réformes nécessaires ont été mises en place par le pouvoir. Monsieur Moniquet, je vous remercie de votre participation. C'était vraiment très intéressant. Mesdames et messieurs, je vous remercie et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre débat avec un nouvel invité et une nouvelle thématique.